Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Bas-Rhin découvrir deux produits emblématiques du Grand Ride, la rhubarbe et la tome de Lillewald. Nous irons à la rencontre de Roland qui cultive cette rhubarbe légèrement acidulée, puis nous retrouverons Vincent et ses frères qui fabriquent un fromage qui puise toute sa saveur dans la forêt de Lillewald. Je vous laisse découvrir cette belle région, puis je vous retrouve ensuite pour cuisiner une recette aux accents alsaciens de rhubarbe et de cette fameuse tome de Lillewald. De retour d'un voyage sur le Rhin avec sa maîtresse Juliette Drouet, Victor Hugo écrivit en 1842 « Il y a toute l'histoire de l'Europe, dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne. Le Rhin réunit tout. » Situé au cœur de la plaine d'Alsace, entre Strasbourg et Colmar, le Grand Ride est bordé à l'ouest par la rivière de Lille et à l'est par le Rhin. Depuis le XIIe siècle, le château du Haut-Königsbourg surplombe cette région naturelle, remodelée par les divagations du Rhin avant qu'il ne soit canalisé. Cette zone humide, les pieds dans l'eau, est parcourue par des paysages de prairies, par 1000 rivières et des forêts à la végétation luxuriante et à la biodiversité riche. Au cœur du Grand Ride se cache l'une des 5 plus grandes réserves naturelles de France, la forêt de Lillewald. Cette forêt traversée par la rivière de Lille a donné son nom à un fromage, la tome de Lillewald, une recette née dans le village de Mussig à l'initiative de Vincent, Denis et Pascal Goetz, 3 frères qui ont repris ensemble la ferme familiale. Dans le même village, Roland Schnell cultive sur les parcelles de son grand-père une plante aux tiges rouges et au goût acidulé, la rhubarbe. La saison dure moins de 3 mois. Elle démarre fin mars et se termine traditionnellement le 24 juin à la Saint-Jean. Pour Roland, toujours aidé par sa femme et sa sœur, c'est le début de la récolte, un moment important où il ne faut pas perdre un seul instant. Et donc on arrache délicatement les feuilles, parce que là elle est encore très fragile, elle est toute jeune. Et on est quand même assez tôt encore dans l'année. Donc on prend délicatement les tiges, avec une légère pression, on les décolle de la base. Ce qui fait qu'on a vraiment un produit d'excellence là. Donc la plante de la rhubarbe, c'est d'abord une tige qu'on consomme, et une feuille par contre qui est toxique, qu'on ne consomme pas, mais qui peut servir à faire un produit anti-puceron en faisant une macération dans de l'eau, et on peut traiter ces arbustes ou ces rosiers avec. Souvent considérée comme un fruit, la rhubarbe est en fait classée parmi les légumes dans tous les traités botaniques. La tige de rhubarbe, appelée pétiole, appréciée pour son goût acidulé et sucré, se fait surtout sur les premières pousses de printemps, car c'est à cette période qu'elles sont les plus tendres et les moins aigres. Pendant la saison de la rhubarbe, on fait pratiquement plus autre chose, quoi. C'est vraiment rhubarbe matin, midi, soir. Et donc là, faut essayer de sortir le maximum de la parcelle, parce qu'une fois que les grosses chaleurs arrivent, la rhubarbe n'a plus la même valeur gustative que quand il fait frais. Et donc faut pas se touper dans la saison, quoi. La rhubarbe, c'est une culture pérenne donc ça nous permet vraiment d'avoir une culture sur une bonne dizaine d'années. La première année, on plante la rhubarbe et on n'y touche pas, quoi. Il n'y a pas de récolte qui se fait pour vraiment permettre au plant de bien se former. Et la récolte n'a lieu qu'à partir de la 2e année. Et au bout de la 3e année, la 4e année, là, c'est vraiment des récoltes, de bonnes récoltes qui se font. Sans trop de travail, il faut juste gérer l'irrigation un peu et faire en sorte que les parcelles restent propres par rapport aux mauvaises herbes qui peuvent devenir envahissantes, quoi. Roland en profite justement pour s'assurer que ces nouveaux plants se portent bien. Donc, là, on se trouve sur une parcelle qu'on vient d'implanter il y a 2-3 semaines, qui a déjà bien démarré. Donc ce sont en fin de compte, c'est vraiment des divisions d'anciens pieds, et ça ressemble à ça, quoi. C'est pas grand-chose. Donc à la base, c'est ce qu'on plante. Et donc là, les racines commencent à pousser un peu. Et donc après, ça repart.
Donc on va le replanter. Et vu comme il pleut assez souvent cette saison, il n'y a pas de problème, ça va partir. Roland a repris l'exploitation de son grand-père producteur de fruits et légumes en 1988. Mais c'est lui qui introduit la culture du légume aux nuances pourpres. Dès mon plus jeune âge, au départ, on avait du tabac, on avait de l'élevage, on avait du céleri, différents légumes. Et au fur et à mesure, on a arrêté certaines cultures pour en faire d'autres à des niveaux un peu plus importants. Et la dernière qu'on a mis en place, c'est la rhubarbe qu'on a commencé il y a 4-5 ans. Et l'idée de faire de la rhubarbe, c'était de faire une culture qui n'était pas trop sur les marchés. Et pourtant, il y avait une demande. Et les gens, ils en mangent, on va dire, de Pâques jusqu'à début juin, mi-juin. Et après, ils passent à autre chose, quoi. C'est vraiment un produit saisonnier. Et après, on l'oublie jusqu'à la prochaine saison. Et c'est ce qui, chaque année, on l'attend, quoi. Et ça, c'est intéressant pour nous. La rhubarbe est un produit très demandé dans la région, mais qui demande beaucoup de main-d'œuvre, notamment pour sa récolte, réalisée uniquement à la force de la main. Ainsi, rares sont les maraîchers qui en cultivent en grosse quantité. Un peu plus loin, au cœur de la réserve naturelle du Grand Ride, Vincent et Pascal Goetz nous emmènent découvrir un autre produit du terroir qui prend sa source dans les prairies naturelles, la tome de Lillewald. Ouais. La tome de Lillewald, c'est un fromage à pâte pressée, non cuite, qu'on produit avec le lait de nos vaches. Pourquoi tome de Lillewald? Parce que Lillewald, c'est la grande forêt qui se trouve entre Nussik, notre village, et Sélestat, la ville voisine. Et on a pas mal de prairies qu'on exploite à côté de cette forêt. Et donc on utilise une partie de ce fourrage pour nourrir les vaches, quoi. Dans la région du Grand Ride, les anciens attestent que les vaches ne vont plus en pâturage depuis bien longtemps. Les bêtes sont élevées en intérieur, en stabulation libre, et ce sont les éleveurs qui récoltent et stockent le fourrage. Les animaux ne vont pas au pâturage chez nous pour plusieurs raisons. On a d'une part un parcellaire qui est assez morcelé. On n'a pas de grandes parcelles d'un seul tenant autour de la ferme. Et d'autre part, on a aussi des sols qui sont assez filtrants. Si on voulait faire pâturer, il faudrait qu'on ait notre ferme ici, quoi, en fait, à côté de Lillewald directement, quoi. Chaque hiver, la rivière de l'île déborde et entraîne des crues. Pour s'assurer de trouver des fourrages de qualité, les frères se déplacent pour choisir les prairies qui n'ont pas été inondées. Ça arrive que dans Lillewald, qu'on a des zones inondables, et quand ça s'inonde très tardivement, comme à cette période de l'année, il y a déjà l'herbe qui est haute, et puis il y a de l'eau qui vient au pied là, de l'herbe, et elle jaunit, et elle sent la vase, et du coup si on nourrit ça aux vaches, elles ne feront pas un bon lait. Alors si on leur donne du foin bien vert comme ça, là d'ici, il n'y aura pas photo entre ces deux fourrages. C'est avec l'herbe de ces prairies dûment sélectionnées que les frères Goetz pourront ensuite nourrir leurs bêtes. On fait en sorte que les vaches elles aient une alimentation assez riche en énergie et en protéines. La protéine, il y a une base colza soja, mais depuis une dizaine d'années, on a rajouté aussi de la luzerne qu'on cultive nous-mêmes, qui permet d'avoir un lait plus riche en protéines. À terme, la ferme Goetz souhaite remplacer complètement le soja, importé entre autres du Brésil. Ainsi, ils maîtriseraient 100% de la nourriture donnée à leurs bêtes. La ferme Goetz existe depuis plusieurs générations. En 2012, Pascal rejoint l'exploitation pour s'occuper de l'élevage. 2 ans plus tard, Vincent vient le seconder. D'ailleurs, pour lui, c'est l'heure de la traite. Une traite moderne et automatisée qu'il faut contrôler. On est en traite automatique parce que ça soulage le travail quotidien, quoi. Parce qu'on a quand même une centaine de vaches à traire et du coup, disons que le travail est un peu différent. Il y a toujours un suivi, mais qui est moins astreignant. Là, aujourd'hui, on passe à peu près une bonne heure matin et soir pour suivre les vaches les plus capricieuses, quoi.
ou celles qui ont quelques difficultés. Mais autrement, le reste, elles se débrouillent toutes seules, quoi. Il faut leur apprendre au début et ensuite elles passent toutes seules, quoi. Le lait tout juste tiré, c'est au tour de Denis, l'aîné, de procéder à la fabrication du fromage. Donc la tome de Lilleval, mais également tous les fromages qu'on fait ici, ce sont toutes des créations. Il n'y a pas d'AOP, il n'y a pas d'AOC. Mais disons qu'on va chercher souvent à s'inspirer de fromages qui existent, de techniques qui existent, de les retranscrire ici et de voir ce que ça peut donner, quoi. Donc c'est comme ça que là, pour faire ce fromage-là, on part un peu de la recette du Morbier. Pour faire d'autres fromages, on part plutôt de la recette du Cantal. Denis est un passionné, un créatif. C'est lui qui prend l'initiative en 2002 de transformer le lait de l'exploitation en fromage. Après, on fait ce qu'on peut, hein, avec le lait qu'on a. Denis réalise un cahier pour dissocier le petit lait et obtenir une consistance solide qui deviendra la base de son fromage. Ces petites boules blanches. Au début, il y a un peu de cahier qui vient avec, mais c'est normal. Denis remplit ensuite une cuve d'eau chaude et brasse le cahier pendant 25 minutes. L'eau chaude qui permet de réchauffer le lait ensuite, qui permet aussi de donner une texture un peu plus souple au fromage. Donc là, je cherche 38 degrés. Actuellement, je suis à 37,5. Quelques degrés de plus, quelques minutes de moins, et le goût du fromage peut varier. On voit que le cahier commence à avoir une bonne tenue, une belle élasticité, mais en même temps, il s'effrite encore relativement facilement. C'est aussi un peu ça ce qu'on cherche, quoi. Donc là, on pense qu'on est pas mal. À partir de cette texture, le fromage sera pré-pressé, placé dans un moule, puis pressé à nouveau, démoulé, salé et finira en cave d'affinage pendant 6 semaines. C'est là qu'il développera une belle croûte grise et fleurie. Pour donner une touche personnelle et une saveur différente, Denis affine certaines de ses tomes dans du foin. Il propose aussi plusieurs recettes aromatisées à l'ail des ours, aux orties ou encore au cumin. Denis dit que l'on crée avant tout de bons fromages en travaillant avec les 5 sens et le feeling. De l'autre côté du village de Mussig, Roland partage certainement la même conception. Alors qu'il vient de terminer sa récolte de rhubarbe, il la conditionne pour la vente. La récolte du jour, généralement, elle est vendue le jour. C'est rare qu'on fasse du stock parce que bon, on arrive tout juste à fournir le légume de la journée. Donc c'est vraiment un produit frais qu'on propose. Là, on passe à l'étape du bottelage, ce qui consiste à faire des bottes de rhubarbe de 1 kg. Donc c'est pratique. Le client vient au magasin et puis il a sa botte de rhubarbe déjà pesée. Donc on essaye toujours de mettre un peu plus qu'1 kg pour que le temps que le client l'achète, il y ait toujours 1 kg sur la botte, quoi. Le consommateur, il est à la demande de la production locale et ça, c'est important pour nous. Le consommateur, il sait d'où ça vient, il sait comment que c'est produit. Il connaît le producteur, ou plus ou moins il va apprendre à connaître le producteur, sa façon de travailler, sa façon de se faire, les problèmes qu'il peut avoir, et donc il comprendra mieux qu'à tel et tel moment donné, il n'y aura pas telle et telle marchandise dans les rayons. Et je trouve ça vraiment qu'il y ait cette association qui se fasse entre le consommateur et le producteur. C'est une très bonne chose. La rhubarbe est très appréciée en Alsace, notamment parce qu'elle peut se manger de différentes façons. Tarte, confiture, jus ou encore en glace. Roland apporte justement sa rhubarbe à Sophie Weyman, une confiturière située à Châtenois, qui souhaite tester une nouvelle recette associant rhubarbe et fraises. Bonjour Sophie. Bonjour. Je te ramène la rhubarbe. Super. Donc là, fraîchement cueillie. Et du coup, tu n'as pas besoin de la laver, tu passes juste un chiffon dessus et même pas besoin de la peler. D'accord. Comme elle est toute jeune, là, tu vas garder une belle couleur rouge par rapport à ta confiture. Okay. Donc là, c'est... Comme Roland, Sophie s'implique dans la promotion des produits locaux. En plus de faire marcher l'économie locale, travailler avec des producteurs voisins lui garantit la bonne provenance de ses produits.
Voilà la rhubarbe qui vient de chez Roland. Elle n'a pas de traitement, elle n'a pas de résidus. Et c'est vraiment un produit de qualité. Il l'a cueilli ce matin, il me la livre tout de suite. On conserve vraiment tous les arômes quand on travaille en circuit court. Donc c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter des produits qui viennent de plus loin. Cette rhubarbe, elle est vraiment pas sèche, pas filandreuse. Ça, je pense que ça va vraiment faire une super confiture. Alors la rhubarbe, c'est un légume qui, au cours de la cuisson, va vraiment se transformer. C'est-à-dire au début, on a des petits cubes, des petites tranches de rhubarbe. Et à la fin de la cuisson, on aura vraiment comme une confiture assez pâteuse avec toutes les petites fibres qu'on verra à travers le pot. Et on n'aura presque plus de morceaux de rhubarbe. La cuisson est terminée. La rhubarbe dégage tous ses arômes. Sophie peut maintenant mettre ses confitures en pot. Alors la rhubarbe, ça a un goût un petit peu acidulé. Ça peut faire penser parfois à des petits bonbons. Et quand on la cuit avec de la fraise adoucit un petit peu ce côté acidulé. Sophie n'est pas la seule à utiliser la rhubarbe de Roland. À la ferme Goetz, les épouses de Denis et Vincent l'incorporent également dans du yaourt fabriqué avec le lait de l'exploitation. Le yaourt, chez nous, il est plutôt doux. Donc en fait, ça contrebalance bien avec l'acidité de la rhubarbe. Encore qu'on l'a fait en confiture. C'est plus caramélisé comme ça. Au départ, Denis fabriquait uniquement de la tome de Lillewald. C'est pour répondre à la demande des clients qu'il est venu progressivement à se diversifier. Aujourd'hui, en plus de la gamme de fromages, la famille Goetz propose du beurre, des faisselles, des yaourts nature et aux fruits, vendus entre autres à la boutique de la ferme. On a des clients toute l'année pour ce genre de produit, mais il y a des périodes effectivement où ce sera plutôt ce produit-là qu'ils vont acheter, plutôt d'autres. Le yaourt rhubarbe par exemple, ça on le fait que quand il y a la saison de la rhubarbe, on fait de la confiture. Et une fois qu'on a fini nos confitures, il y a une partie de l'hiver où les gens ne reçoivent plus de yaourt à la rhubarbe. C'est un produit de saison. Alors on pallie avec d'autres produits qui, forcément, ce sera peut-être la tome parce que du coup les gens ils vont manger moins de yaourt, ils vont manger plus de fromage en hiver. La ferme Goetz peut ainsi limiter les périodes creuses et lisser une rentrée d'argent sur toute l'année. Mais élargir la gamme de produits a aussi entraîné une augmentation du travail. Alors des pots par semaine, on en fait en moyenne 900 de yaourt aux fruits. Après, il y a les yaourts nature aussi qui se rajoutent. Est-ce que vous voulez la goûter ou alors vous voulez plutôt aromatiser? En plus de donner du travail à l'ensemble de la famille Goetz, le choix de la vente directe leur apporte une proximité avec le client. Roland, lui, a opté pour un autre système de commercialisation. Il passe par une coopérative qui compte 2 producteurs de rhubarbe, un légume demandé majoritairement sur le marché local. C'est bon ? Ouais, super. Au niveau Alsace, on est producteur de rhubarbe, donc c'est vraiment un produit régional. Il y en a un petit peu sur l'Allemagne. Par contre, au niveau dans le sud, ils ne connaissent pas la rhubarbe. Donc c'est vraiment un produit local qui est demandé. Et en quantité, on est des grands producteurs par rapport à l'Allemagne. La coopérative redistribue ensuite à des centrales d'achat, à quelques magasins en direct et à des grossistes. Pour demain matin, les commandes? Oui. Alors, métro Colmar, D'accord. donc une fois 10 bottes de rhubarbe, 10 fois 5 kilos de rhubarbe, donc ça c'est les Les mêmes standings que là? Ouais, les mêmes, palette, ouais, ok, oui. ouais. En démarrage de saison, actuellement, là, on tourne à 1 tonne jour. Mais on va très vite monter dans la production pour faire sur, on va dire, 2 mois de production. Ouais, 2 mois de production, 30 tonnes.
voilà, à 2 producteurs. Chaque famille va faire sa petite tarte dès que la saison commence. C'est vraiment un produit qui est demandé. Donc on a vraiment le client qui va faire la démarche et nous appeler pour nous dire quand est-ce qu'elle arrive, cette rhubarbe, elle est demandée au niveau marché. Alors que Roland a fini sa livraison, comme chaque semaine, Vincent Goetz vend les produits de la ferme sur les marchés locaux. Ce matin-là, il installe son stand à Markolsheim. Bonjour. C'est un marché qui permet d'être au plus près du consommateur, d'échanger avec lui, de lui vendre directement notre produit, donc à un prix abordable. Et ça nous permet aussi d'avoir un retour des clients sur ce qu'on a produit, quoi. Voir si ça leur plaît, etc. C'est quoi comme tome? C'est la tome de Lillewald, tome nature. Je peux vous faire goûter? Oui, si vous voulez bien, ouais. Donc on la fabrique à Mussig, à 10 km d'ici, quoi. Voilà. Merci. Voilà. Un peu comme le gruyère. Un peu comme le gruyère, ouais. Le brie, quelque chose un peu bien crémeux comme ça. Franchement, il est très bon. D'accord. J'aimerais bien, du coup. Oui. C'est un goût qui est doux. Le goût de la tome de Lillewald, c'est un goût qui est doux. Par rapport à une tome de Savoie, c'est assez proche, hein, des fois, je trouve. Quand on a une tome de Lillewald qui est un peu plus affinée et bien aérée, on peut retrouver un peu un goût fruité, en fait. Et puis j'aimerais un peu à l'ail des ours. À l'ail des ours, oui. L'avenir, ce sera d'avoir une qualité stable ou même toujours meilleure, hein, si on peut. Et puis si on peut développer un peu la transformation, en vendre un peu plus pour pouvoir continuer à vivre à 3-4 familles sur notre exploitation, ce sera une satisfaction, quoi. La famille Goetz, comme la famille Schnell, travaille dans un objectif de durabilité avec le souhait de transmettre ce qu'ils ont construit. Marie-Laure, la fille de Roland, termine des études d'ingénieur agronome à Lyon. Elle souhaite revenir sur l'exploitation familiale pour transformer la rhubarbe en jus et développer d'autres cultures. Assurer la bonne transmission du savoir-faire autour des produits de terroir est essentiel, car au-delà de contribuer au développement économique, cela maintient les traditions de toute une région. Aujourd'hui, je vous propose une fine tarte de rhubarbe et tome de Lillewald. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 105 g de farine, 50 g de beurre fondu, 40 g de lait entier, 3 g de sel fin, 500 g de rhubarbe, 20 g de beurre, 50 g de sirop de grenadine, 150 g de tome de Lillewald, 200 g de céleri branche, une pomme Granny Smith, 10 g d'huile d'olive. Pour la pâte à chapati, versez dans un récipient de votre choix la farine et le sel, le lait et le beurre fondu en même temps, pétrir et former une boule. Quand on pétrit une pâte, il est important que tous les éléments soient bien mélangés. Il faut que ça soit homogène. C'est la première chose. Et la deuxième chose, cette pâte doit se reposer. Donc une fois que la pâte est faite, une vingtaine de minutes, on va l'oublier tranquillement dans le réfrigérateur avant de la travailler. Puis la ressortir et abaisser la pâte à chapati avec un rouleau à pâtisserie sur environ 4 mm d'épaisseur. Découper 4 disques de 10 cm de diamètre. Pour la cuisson des chapatis, dans une poêle bien chaude, déposez les disques de chapatis et les cuire environ 3 minutes de chaque côté. Une fois dans la poêle, la pâte à chapati, quand elle va commencer à faire des bulles, voilà, c'est le bon moment de la retourner et de recuire de l'autre côté en fonction du diamètre du chapati, entre 1 et 2 minutes. Une fois cuit, les réserver au frais sur du papier absorbant. Pour la compotée de rhubarbe, effilez la rhubarbe ainsi que le céleri branche. Coupez la rhubarbe en cubes, tranchez-la en 2 dans le sens de la longueur, puis taillez en tronçons de 1 cm environ. Taillez le céleri branche en sifflets de 4 cm de long et environ 0,5 cm d'épaisseur, réservé. Dans une casserole, faire fondre le beurre, ajoutez les dés de rhubarbe et laissez cuire jusqu'à obtenir une compotée de rhubarbe.
Une fois obtenu, ajoutez le sirop de grenadine. La rhubarbe est un légume qui est plutôt légèrement acide. Avec la grenadine, on va apporter une rondeur qui se marie vraiment bien avec cette recette. Récupérez 4 cuillères à soupe pour le dressage et réservez le reste de la compotée pour la tarte fine. Pour la cuisson du céleri, dans une poêle à l'huile d'olive chaude, faites sauter les sifflets de céleri branche assaisonnés, réservés sur du papier absorbant. Juste avant de dresser, taillez la pomme Granny Smith en cubes de 0,5 cm environ. Pour le dressage, récupérez les chapatis, déposez dessus la compotée de rhubarbe ainsi que quelques cubes de pomme Granny Smith. Positionnez les sifflets de céleri branche sur le dessus et en finition, râpez la tome sur la totalité des tartes fines et disposez sur le côté de la tarte un trait de compotée. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite.